À tous. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Manon Nicolas, chargée de projet environnement au MEDEF Pays de la Loire. Et donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Focus Mobilité, en partenariat avec EDF et la Vers Ouest. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je pense qu'on a encore de l'écho, non? Oui, il y a de l'écho. Non, c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, c'est bon. Ah oui, ça marche. C'est bon, apparemment. C'est bon, d'accord. C'est vous n'avez pas d'écho, c'est l'essentiel. Nous, on a un petit retour ici. Écoutez, bienvenue effectivement à ce webinaire consacré à la mobilité électrique dans les flottes d'entreprises. Quelques mots pour me présenter. Je suis Hervé Rivolin. J'ai la chance d'être le directeur à l'action régionale du groupe EDF en Pays de la Loire. Mais j'ai aussi une deuxième casquette qui est celle de président de l'AVER Ouest. Je laisserai Kevin, aujourd'hui chargé de mission de l'AVER, présenter ce qu'est l'AVER Ouest. Maintenant, pourquoi s'intéresser au secteur des transports? C'est que le secteur des transports, c'est quand même le premier secteur en termes d'émissions des gaz à effet de serre en France. Vous savez, c'est autour de 30, je crois que c'est même 31% exactement, des émissions de CO2 qui sont de son secteur. Et dans ce secteur des transports, évidemment, le poids des véhicules légers, des véhicules utilitaires, des camions est évidemment prépondérant dans les émissions de CO2. Une autre caractéristique quand même du secteur des transports, c'est que c'est le secteur dans lequel finalement les émissions de CO2, alors j'ai voulu plutôt vous faire une version du verre à moitié plein, baissent difficilement. C'est-à-dire quand je dis baisse difficilement, c'est qu'en fait on les a même vu un peu augmenter ces dernières années. Il n'existe pas d'études aujourd'hui, en tout cas j'en ai pas trouvé, qui finalement donne une idée précise au sein des entreprises de finalement, dans un bilan carbone d'une entreprise, quelle est la part du déplacement des collaborateurs et des biens. Maintenant, on comprend bien qu'à partir du moment où ça représente 30% des émissions de CO2 et que les déplacements d'entreprise, que ça soit au titre des personnes, des salariés de l'entreprise, au titre des biens de l'entreprise, évidemment sans doute significatif, et aussi probablement très variable d'une entreprise à l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, une entreprise tertiaire qui produit plutôt des services va avoir très peu de biens transportés, mais elle va aussi pas avoir d'émissions de CO2 de process. Donc, je dirais le principal poste d'émissions de CO2 de cette entreprise-là, c'est certainement le transport des personnes et peut-être la façon dont ces bâtiments sont chauffés ou climatisés. Alors ça, c'est vraiment la première raison pour laquelle il est nécessaire de s'intéresser au bilan pour une entreprise sur la question de la décarbonation de sa flotte de véhicules, c'est bien effectivement le poids carbone dans le bilan carbone d'une entreprise. La seconde raison, je dirais, elle est relative à la place que jouent les entreprises et d'abord les plus grosses dans la constitution du parc automobile français. En effet, vous l'avez peut-être pas en tête, mais aujourd'hui, plus de la moitié des véhicules neufs vendus en France est destinée aux entreprises et aux collectivités. Et ce sont ces véhicules d'entreprises ou de collectivités qui viennent alimenter le marché des véhicules aux particuliers. Alors, dans un délai, je dirais, de 6 mois, si on est en train de parler des loueurs courte durée, jusqu'à 5 ans pour des locations longue durée. Et donc, on voit bien qu'il s'agit là quasiment d'un engagement RSE, d'un engagement sociétal des entreprises. Évidemment, ça a un premier impact. S'ils achètent des véhicules propres, ces véhicules sans carbone, c'est un premier impact sur leur bilan carbone. Mais au-delà du premier impact sur leur bilan carbone, le bilan carbone des entreprises, eh bien, il aura aussi un impact dans la durée sur le bilan carbone des particuliers. Il faut quand même avoir en tête qu'un véhicule léger qui entre aujourd'hui dans le parc automobile français, au passage 36 millions, je parle sous le contrôle de Kevin qui s'y connaît mieux que moi, il y restera 25 ans. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des lois qui créent des obligations pour les plus grandes entreprises d'incorporer des véhicules propres dans leur flotte, et que aujourd'hui, ces entreprises, alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, sont en retard sur le respect de ces obligations. Et nous allons y revenir. Et donc, j'ai envie de dire que pour finir ce propos introductif, et quelques jours après finalement la COP régionale, parce que ici, vous savez, la COP régionale, c'est finalement la façon dont en région Pays de la Loire, on va décliner le plan national de réduction des émissions de CO2. Et donc, parmi les leviers qui ont été présentés par l'État et la
On ne vous entend plus. On n'entend plus, Hervé. On t'entend plus, Hervé. Oui, il y a une coupure. – 2019. Alors, dit comme ça, quand on parle de millions de tonnes de CO2, tout le monde en parle. Je pense que c'est intéressant, c'est de traduire ça en termes de véhicules. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait dans le parc de véhicules régional 330 000 véhicules électriques en 2030. Or, aujourd'hui, on en est à peu près à 78 000. 78 000 véhicules électriques dans le parc Pays de la Loire. Et en 2023, il s'est immatriculé 23 000 véhicules. Donc, je vous ai fait un calcul rapide qui vaut ce qu'il vaut, mais dans les 6 ans qui nous restent, finalement, pour être à l'atteinte de ce levier, et encore une fois, secteur transport, premier secteur d'émissions de CO2, ça veut dire qu'il faut en gros immatriculer 250 000 véhicules en région Pays de la Loire, ce qui veut dire doubler le rythme actuel. Et donc, ce qui revient à mon premier point, en disant que comme plus de la moitié des ventes de véhicules se font en entreprise, on voit finalement ce rôle essentiel des entreprises. Alors, je ne serai pas plus long, parce que j'ai envie de laisser la parole très rapidement à nos intervenants. Donc, Kevin Boré, pour la Vers Ouest, je vais laisser se présenter. Il va d'abord nous dresser un panorama de la situation réglementaire, mais aussi, au-delà de la réglementation, qui est quand même la contrainte des dispositifs d'aide qui peuvent accompagner l'entreprise. Puis ensuite, l'idée, c'est d'avoir un témoignage par Pascal Pavard et Valérie Delahaye, qui sont du groupe EDF et qui portent le projet d'électrification de la flotte de véhicules EDF, et qui nous présenteront, je dirais, finalement, la démarche mise en œuvre au sein de ce groupe pour électrifier la flotte et partageront à la fois leurs bonnes pratiques, mais aussi leurs difficultés, voire leurs doutes, parce que tout ça, ce n'est pas, évidemment, si je parodie le titre d'un film, « À mon fleuve le tranquille ». Voilà, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions dans le chat du webinaire et on y répondra plutôt à la fin. Alors après, on verra en fonction de la fonction des questions, est-ce qu'on y répond à la fin de chaque intervention ou est-ce qu'on prend le global, ou éventuellement peut-être certaines questions, parce que ça sera deux demandes de précision sur les propos de nos intervenants. On y répondra peut-être en direct. Voilà. Je souhaite à tous un bon webinaire et sans plus tarder, je laisse la parole à Kevin. Merci Hervé. Bonjour à tous. Merci tout d'abord au MEDEF Pays de la Loire pour l'invitation, pour qu'on puisse parler en tout cas de ce sujet qui aujourd'hui est capital dans ces objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, je suis chargé de mission à la Vers Ouest, qui est l'association pour le développement et la promotion de la mobilité électrique en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc on réunit une cinquantaine d'adhérents répartis. On a des métropoles, des opérateurs privés, des opérateurs de bornes, des régions Bretagne et Pays de la Loire. Voilà, et on anime tout ce réseau-là et on est aussi conventionné par l'AVER France, qui est l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, dans un programme qui s'appelle le programme Advenir Formation, qui le programme Advenir, il y a effectivement deux facettes. Il y a la facette aide, prime, bande de recharge, donc malheureusement, pour les entreprises, il y en a effectivement de moins en moins. Mais il y a aussi le côté Advenir Formation, donc on se déplace, nous, chez les professionnels de l'immobilier, pour effectivement sensibiliser à la mobilité électrique et surtout leur apporter tous les aspects, tous les éléments, que ce soit réglementaires, techniques et je dirais méthodologiques pour installer des bornes de recharge en copropriété. On va aussi former les élus, les agents territoriaux, les agents de l'État, pareil, là plus dans une logique d'explication et d'information sur l'implantation de bornes publiques. On verra plus tard qu'il y a effectivement plusieurs types de bornes, plusieurs puissances de bornes et que c'est effectivement c'est un paramètre qui est très important aussi dans l'installation des bornes, par rapport à quel usage et pourquoi on va installer quel type de puissance de borne. Et puis, on va aussi voir les étudiants, puisque la filière, soit la filière automobile, mais aussi la filière électrique, a besoin aussi de main-d'œuvre. On a besoin aussi de sensibiliser ces jeunes pour les orienter aussi vers ces nouveaux métiers. Et effectivement, c'est l'avenir, hein, les jeunes et l'éducation, et ils ont effectivement besoin aussi d'être sensibilisés à ce sujet-là. Après, on intervient aussi avec effectivement les entreprises. On est à présent sur pas mal de tables rondes. Pour ceux qui viendront au rendez-vous pro de la mobilité de Nantes Métropole le 4 juin, nous serons présents et nous animerons un atelier justement en compagnie d'Itotem dans l'après-midi
Donc voilà, pour les présentations, je vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous apporter voilà, quelques éléments réglementaires, mais aussi des éléments, je dirais, méthodologiques. Donc aujourd'hui, pourquoi passer sa flotte de véhicules électriques? Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Hervé, mais effectivement, ça reste une démarche de responsabilité sociétale et les entreprises ont effectivement un rôle important à jouer dans cette poursuite des objectifs de baisse des émissions. Puis on le verra aussi, c'est aujourd'hui un choix économique éclairé basé sur un coût global avantageux sur l'électrique. Effectivement, on a d'abord des dépenses liées à l'énergie, comparé à du thermique. Forcément, le coût d'électricité est beaucoup moins important et aussi beaucoup moins fluctuant que celui de l'essence. On a un coût de l'entretien aussi qui est beaucoup plus faible sur ce type de véhicule, de l'ordre de 20 à 30% de réduction de coût d'entretien par rapport à son équivalent thermique. Et aujourd'hui, effectivement, on a une fiscalité qui est particulièrement avantageuse pour ce type de véhicule en entreprise. On a encore quelques aides. Vous avez sans doute appris avec peut-être un peu de tristesse la fin du bonus écologique pour les entreprises depuis janvier 2024 pour les véhicules particuliers. Il est toujours d'actualité pour les véhicules utilitaires légers, on le verra. Et puis, dernier point aussi, ce sont des véhicules qui à associer justement cette démarche environnementale et un certain plaisir de conduite. Effectivement, ce sont des véhicules silencieux, des véhicules automatiques, des véhicules dynamiques, particulièrement aussi adaptés aux déplacements en ville, mais aussi aujourd'hui totalement capables de faire des longs déplacements sur autoroute. Donc, effectivement, quand on est souvent sur la route, c'est vrai que rouler en véhicule électrique, eh bien, c'est souvent une conduite un peu plus tranquille, un peu plus reposante, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, tous ces aspects-là, ils sont bien à prendre en compte. Je ne vais pas revenir sur ces chiffres-là, parce qu'Hervé, dans son introduction, l'a dit, mais effectivement, les transports, c'est 30% des émissions de CO2 sur le territoire français. Effectivement, aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir agir, je dirais facilement et durablement, au moins sur le secteur des transports, puisqu'on a des solutions aujourd'hui qui sont viables et qui sont de plus en plus accessibles. On estime que la courbe des prix entre le neuf thermique et le neuf électrique, les deux courbes devraient se croiser d'ici 2027. Donc, effectivement, et puis aussi un petit extrait aussi du rapport d'EDF qui est sorti il y a ça quelques semaines, oui, sur le poids du transport de marchandises, aussi sur la consommation, en tout cas sur les émissions de CO2 au niveau des Pays de la Loire, et on voit que c'est quasiment égal à ce qui est émis par la mobilité des habitants. Donc il y a effectivement un enjeu déjà pour les véhicules particuliers, mais il y a un énorme enjeu aussi sur les véhicules utilitaires et sur les poids lourds. Aujourd'hui, il y a une offre de poids lourds qui est capable de répondre à 90% des besoins de déplacement sur ce genre d'émissions. Effectivement, les prix sont encore assez élevés, mais ils tendent quand même à baisser, et il y a encore, on le verra plus tard, des dispositifs d'aide assez importants sur tant les infrastructures poids lourds que sur l'achat de poids lourds en elle-même. Un petit rappel quand même sur le bilan CO2 du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique, et c'est pour ça qu'on se dirige vers cette motorisation, notamment surtout vers les véhicules full électriques, puisque sur l'ensemble de son cycle de vie, bien qu'il y ait lors de la fabrication du véhicule, de fait de l'extraction des batteries, une empreinte carbone à peu près 50% supérieure à celui d'un thermique, et bien après, dans la phase d'usage du véhicule, et bien on va pouvoir récupérer ce petit retard pris lors de la fabrication. Donc effectivement, en plus, en France, on a la chance d'avoir une électricité qui est grandement décarbonée, ce qui fait que par rapport à certains pays, je pense à la Pologne ou d'autres pays, effectivement, où on a des sources d'énergie plus carbonées, eh bien, le bilan du véhicule électrique est encore meilleur en France qu'ailleurs. Donc c'est d'autant plus logique et important de pouvoir d'insuffler en tout cas l'arrivée massive des véhicules électriques, et notamment en entreprise. Concernant aussi les points de charge, aujourd'hui, à fin 2023, on comptabilisait 118 000 points de charge. Là, pour fin avril, on est à quasiment 130 000 points de charge ouverts au public. Donc, ce sont les points de charge qui sont disponibles sur la voie publique, sachant aussi que ces 130 000 points de charge, aujourd'hui, ils représentent seulement 7% des points de charge présents sur le territoire, le reste étant à domicile et en entreprise. Donc, ce sont vraiment des points de charge qui sont là pour répondre à un besoin d'itinérance
itinérance parfois, un besoin aussi pour certains habitants qui n'ont pas encore la possibilité de se recharger chez eux, même si aujourd'hui, je ne vais pas forcément en parler dans ce webinaire, mais il y a effectivement beaucoup de mécanismes et de mécanismes de préfinancement, notamment en copropriété, qui permet d'installer assez facilement des bornes aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, et au niveau des Pays de la Loire, on est quasiment à 5600 bornes sur le territoire. À noter aussi que notre métropole aussi vient a clôturé son AMI et qui est la ville de Nantes va accueillir d'ici 2027, si je ne me trompe pas, plus de 1900 nouveaux points de charge aussi. Ensuite, concernant, pour le rappeler aussi, la France, on reste le deuxième pays européen qui est le mieux équipé en points de charge. C'est bon aussi de le signaler. À noter que les Pays-Bas, ils ont une petite particularité, c'est que par rapport à la France, on a beaucoup moins de parkings souterrains. Les stationnements se font effectivement beaucoup sur la voirie, ce qui fait qu'ils ont installé massivement aussi des points de charge en voirie publique, mais destinés à la recharge à destination. Mais en France, en tout cas, on est aujourd'hui un des pays, le deuxième pays européen le mieux équipé en termes de bornes de recharge. Vous avez sans doute pu le remarquer aujourd'hui sur les grands axes, notamment sur les autoroutes, on a des bornes ultra rapides sur chaque station essence. Le réseau secondaire commence à être très bien équipé. On va en plus avoir des obligations aujourd'hui d'équipement des parkings qui va arriver. L'objectif, en tout cas l'État français, c'est maintenu comme objectif d'avoir 400 000 points de charge ouverts au public d'ici 2030. Sachant qu'en 2030, selon les prédictions, on devrait arriver à peu près 8 millions de véhicules électriques sur le territoire. Concernant aussi les différentes solutions de recharge, je pensais intéressant de faire un rappel à ce sujet-là. Eh bien, on ne va pas effectivement installer n'importe quelle puissance de recharge à n'importe quel endroit et pour répondre à n'importe quel usage. En fait, il y a différents types de recharge et on va adapter la puissance en fonction de la durée de stationnement d'un véhicule, tout simplement, et du besoin. En entreprise, majoritairement, ce sont des véhicules. Alors, les véhicules salariés vont rester généralement toute la journée. Après, les véhicules de la flotte, il va y avoir d'autres contraintes et c'est ce qui va un petit peu conditionner la puissance de recharge des bornes que vous allez installer. Mais aujourd'hui, là, on a des durées indicatives sur un modèle type E208, donc c'est une recharge de 20 à 80%, une batterie de 50 kW sur une borne de recharge normale, donc de 7,4 à 22 kW, on va être à peu près à 3h50 de recharge, sachant qu'il est toujours important de rappeler que tous les véhicules électriques ne peuvent pas se recharger à la même vitesse. Il y a certains véhicules qui, en fait, sont limités, notamment, et souvent un véhicule qui est beaucoup plus cher à l'achat va avoir des limitations de recharge, de puissance de recharge un peu plus élevées, mais par exemple sur une i208, pour ne citer que ce modèle-là, on est limité à 7,4 kW en courant alternatif, sur de la recharge en courant alternatif. Ce qui fait que si vous vous branchez sur des bornes à 11 kW ou à 22 kW, la voiture, elle ne rechargera toujours qu'à 7,4 kW. Et ça, c'est un choix fondamental dans le choix, c'est une information fondamentale dans le choix de vos véhicules, puisque selon les besoins, si c'est des véhicules qui n'ont pas effectivement beaucoup de temps d'arrêt, qui ont besoin de faire de la recharge beaucoup plus rapide, il faut essayer de se diriger vers des véhicules qui ont effectivement une puissance de recharge admise qui est plus importante. Donc ensuite, voilà, on a ce qu'on appelle les bornes de recharge rapide qu'on peut trouver sur de la recharge à destination. Donc, recharge à destination, ça va être zone commerciale, notamment zone industrielle, qu'on va se déplacer pour des rendez-vous, ou sur, effectivement, des fois des parkings d'entreprise qui sont ouverts aussi au public, parce qu'il y a la possibilité de valoriser un parking ouvert au public avec de la borne et de pouvoir l'ouvrir aussi aux visiteurs. Et ensuite, on va avoir les bornes de recharge à haute puissance, qui vont de 150 à 350 kW aujourd'hui. C'est pareil, par exemple, un véhicule type i208, eh bien, en courant une recharge haute puissance, il ne va pouvoir accepter que 100 kW. Ce qui fait que c'est exactement le même principe, vous ne rechargerez jamais au-dessus de 100 kW. Donc ça, c'est pareil, si on a des véhicules qui font beaucoup d'autoroutes, qui ont besoin de se recharger rapidement, eh bien, privilégier des véhicules avec une puissance admise plus élevée. Mais en tout cas, on arrive à des temps de recharge qui, effectivement, sont d'à peu près 28 minutes. Sur des modèles comme ça, sachant qu'on peut aller sur d'autres véhicules encore plus rapidement. Il y a des véhicules aujourd'hui qui sont capables de faire une recharge quasi complète en 15 minutes avec les bornes ultra rapides.
Donc, effectivement, on peut se recharger vite en véhicule électrique. Par contre, attention, effectivement, dès qu'on va arriver sur ce type de borne de recharge, eh bien, le prix de la recharge est assez élevé. Donc, ce n'est pas une solution qu'il faut, je dirais, viable de façon quotidienne, mais en tout cas, pour répondre à un besoin, c'est tout à fait adapté. C'est tout à fait adapté, en tout cas, parce qu'on fait des longs trajets, qu'on veut continuer son trajet. Maintenant, côté réglementation, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat pour l'instant. Pour l'instant, pas de questions dans le chat. Pas de questions dans le chat, donc on continue. C'était une partie assez introductive sur le véhicule électrique, je pensais qu'il était important de rappeler. Aujourd'hui, donc on a des obligations de verdissement de flotte sur toutes les entreprises avec une flotte de plus de 100 véhicules. Donc depuis 2021, des obligations de renouvellement en véhicules rejetant moins de 60 grammes par kilomètre de CO2. Donc, on a les véhicules électriques, on a les hybrides rechargeables. Pour l'instant, en tout cas, le niveau hybride rechargeable, c'est peut-être amené à changer. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà, au niveau de ces quotas de renouvellement, en 2024, on est passé à 20% de renouvellement pour arriver d'ici 2030 à 70% de renouvellement de flotte avec des véhicules dits à faible émission. Sachant qu'on a effectivement les mêmes obligations, mais de façon accrue sur les collectivités territoriales, les intercommunalités. C'est quand même bon de le rappeler qu'on est tous, que ce soit le public ou le privé, soumis à des obligations et le public a en plus, je dirais, la mission de montrer aussi l'exemple. Donc voilà, sur les collectivités territoriales, les intercommunalités, là, ce sont des parcs de plus de 20 véhicules seulement et on arrivera à 70% de renouvellement d'ici 2030 et 40% en 2025. Il y a aussi des obligations concernant les équipements de parking bientôt, d'ici le 1er janvier 2025, excusez-moi. Donc, tous les parkings d'entreprise déjà existants de plus de 20 places de parking devront installer au moins une borne de recharge. Donc, c'est 5% des places de parking. Donc, ça aussi, c'est effectivement quelque chose qui est à prendre en compte. Notamment, tous les parkings d'entreprise vont effectivement être soumis à cette obligation, sachant qu'on a effectivement la même obligation aussi sur les parkings gérés en délégation de services publics, où 5% aussi des places de parking devront être équipées de bornes de recharge. Donc, d'ici 2025, on va, je pense, arriver à une démultiplication aussi des points de recharge publics sur les parkings publics et normalement aussi des points de recharge sur les parkings privés d'entreprise. Maintenant, sur la partie avantages fiscaux, je pense que c'est la partie sans doute qui vous intéressera le plus, et aide à l'achat. Aujourd'hui, on a quand même des dispositifs d'aide fiscale assez importants sur les véhicules électriques, notamment une exonération de l'ex-TVS qui a été remplacée il y a de ça quelques temps par deux nouvelles taxes, qui est une taxe sur les émissions et une taxe sur l'année de mise en circulation. Donc ça représente parfois sur les véhicules thermiques quand même plusieurs centaines d'euros parfois sur l'année, donc c'est pas négligeable. On a un plafond d'amortissement aussi déductible qui est beaucoup plus élevé sur les véhicules électriques. On a un plafond d'amortissement qui va jusqu'à 30 000 euros, quand pour les thermiques, on est à 9 000 euros notamment. La diapo, c'est Je croyais que j'avais un peu de lenteur sur mon ordi. Non. C'est bon. Donc, bon, je reviens pas en tout cas sur ce que j'ai dit juste avant, mais en tout cas, un petit moment de stress. Mais ce plafond d'amortissement, effectivement, il est quand même très intéressant quand on est à 30 000 euros, sachant que vous pouvez en plus rajouter la batterie, puisque la batterie est amortissable aussi, elle est considérée comme un bien d'équipement. Donc, par exemple, si on imagine un véhicule à 47 000 euros, vous avez déjà 30 000 euros plus la valeur de la batterie qui est souvent située entre 10, 15, voire un peu plus. Donc, vous avez déjà une assiette qui est 40 000 ou 45 000 euros sur un véhicule qui en vaut 47 000. Donc, effectivement, au niveau fiscal, il y a quand même un intérêt assez, je pense, très important. Donc, ensuite, la récupération de la TVA sur le carburant, elle est à 100%. Sur l'électrique, 80% sur le diesel. Si je me souviens pas, je ne m'intéresse plus trop au diesel, donc parfois c'est pour ça que j'ai des chiffres qui me viennent pas trop. On a une exonération totale sur les certificats d'immatriculation, 100% en Bretagne et en Pays de la Loire, une exonération de malus au poids, oui, il y a quand même beaucoup de choses. Et ce que je l'ai pas dit, mais sur les véhicules utilitaires électriques, on a un suramortissement aussi, qui peut aller jusqu'à 120 voire 160% de la valeur du véhicule selon le poids du véhicule utilitaire. Donc aujourd'hui, en plus du bonus écologique, aller vers l'utilitaire électrique, ça reste aussi encore très avantageux.
En plus, pour ceux qui ont une voiture de fonction électrique, notamment, on a un abattement de 50% sur l'avantage en nature qui est plafonné à 1 800 € par an. Donc, même aussi pour les salariés, pour vos cadres qui ont des véhicules de fonction, rouler à l'électrique, eh bien, aussi, pareil, il y a quand même aujourd'hui, bon, pléthore de dispositifs qui font que ça reste effectivement une motorisation qui est très intéressante. Ensuite, au niveau de la recharge des salariés, pour l'instant, il y a un certain flou juridique, j'ai envie de dire. Certaines entreprises font payer la recharge, d'autres non. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est un avantage en nature qui est considéré comme nul pour le salarié. Ce sera sans doute amené à changer, mais pour l'instant, jusqu'à fin 2024, en tout cas, on en est là. Quand il est nul, il n'est pas fiscalisé, quoi. Voilà, effectivement. Il y a une vraie valeur, mais, oui, mais il n'est pas fiscalisé. On n'est pas imposé dessus. C'est ce qui est le plus important. Concernant l'aide à l'achat, je disais en début de webinaire, plus de bonus écologiques pour les véhicules légers. Il est encore là pour les véhicules utilitaires légers, donc jusqu'à 40% du coût d'acquisition, plafonné à 3 000 €. Je pense que 3 000 €, c'était plus important de le dire. La prime à la conversion aussi, notamment sur véhicules utilitaires. On sait qu'ils ont une durée de vie souvent plus importante en entreprise. On les garde souvent une bonne paire d'années. Et aujourd'hui, déjà sur le véhicule léger, on a une prime à la conversion qui va jusqu'à 1 500 €. Sur le véhicule utilitaire léger, ça va dépendre effectivement du poids du véhicule et de sa classe, tout simplement. Et ça peut monter quand même jusqu'à 8 000 € pour ce type de véhicule. Donc, ajouter à ça, effectivement, ça peut être effectivement très intéressant. Concernant les poids lourds aujourd'hui, alors l'État avait déjà lancé un appel à projet l'année dernière sur les poids lourds électriques qui a été repris par l'ADEME. Donc aujourd'hui, effectivement, bon, le prix des poids lourds électriques, qu'on se le dise, il est quand même assez élevé. On est souvent à x2, voire x3 par rapport à son équivalent thermique. Après, effectivement, on a tout de même une aide de l'État dans cet appel à projet de l'ADEME qui peut aller jusqu'à 50 000 €, excusez-moi, pour tout achat ou location d'un véhicule lourd électrique. Et puis en plus, on a aussi derrière des aides à devenir au niveau des bornes. Rajouter à cela, pareil, les mêmes avantages qu'on peut avoir sur les véhicules légers, c'est-à-dire l'entretien, le coût de l'énergie, notamment, surtout qu'en plus, en termes de primes à devenir, aujourd'hui, c'est tout ce qui reste pour les entreprises, malheureusement. Avant, effectivement, on avait des primes à devenir pour tous les parkings, d'entreprise, le dispositif a été on a mis fin en dispositif en juin 2023 parce que l'enveloppe a été totalement utilisée. Donc aujourd'hui, ce qui reste sont les parkings privés à destination des flottes de véhicules de poids lourds, justement, avec un taux d'aide total qui va jusqu'à 50% maximum et qui, selon les stations de recharge de haute puissance, ça peut être équivalent à une aide de 960 000 € si on installe tant de mégawatts. J'ai plus les chiffres exacts. Bon, c'est dans le meilleur des cas, mais en tout cas, un taux d'aide à 50% sur ce type de borne, c'est aussi très intéressant. On a encore les flottes, pour les flottes et salariés d'entreprises de véhicules, ça n'a pas... Ça avait avancé, ça revenu, je crois. Ça revenu. Ok. Voilà, ce qui reste quand même, je ne sais pas s'il y a des loueurs de véhicules dans la salle de courte durée, mais effectivement, on a encore effectivement des aides sur ce type de parking-là et d'entreprise-là, jusqu'à 600 € par point de charge. D'une manière générale, la philosophie quand même de l'État sur ce sujet, c'est bien au départ d'apporter des aides, mais c'est aussi de mettre en place des obligations. Et une fois que finalement les premiers ont bénéficié des aides, etc., et que la dynamique est instaurée, l'État est plutôt dans une logique où, compte tenu de sa situation financière, il abandonne les aides et il applique plutôt les obligations. Donc, on voit bien toujours que sur ces dispositifs-là, il y a évidemment une prime aux premiers qui s'équipent ou qui prennent aussi un peu plus de risques, parce que potentiellement, les technologies sont peut-être un petit peu moins matures, les matériaux aussi. En tout cas, ça, c'est bien la démarche, et je pense que cette démarche-là, l'État va continuer à l'appliquer sur tous les secteurs et sur tous les sujets de la décarbonation. Exactement. C'est un petit peu mon sujet. Ça fait justement une bonne transition avec aujourd'hui la situation des entreprises, toutes ces entreprises qui sont assujetties. Ça a rebugué au niveau des diapositives. Ah d'accord, ok. Normalement, on est là. Voilà, excusez-nous, petit contretemps.
Donc en 2023, on a eu une étude de transport environnement sur justement le bilan de ces obligations d'électrification d'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme de contrôle ni de sanction sur tout ça. Donc, ce qui fait que il y a seulement aujourd'hui un tiers des entreprises, enfin moins un tiers des entreprises, pardon, qui jouent le jeu, mais on a 60% des 3447 entreprises concernées qui, elles, ont immatriculé moins de 10 véhicules à faible émission dans le cadre du renouvellement de leur flotte. Donc effectivement, c'est 10%. Comment 10%, pas 10 véhicules. Oui, pardon, 10% de véhicules. J'ai oublié le pourcent. Merci. Un peu plus. Ouais, ça fait un peu plus. Même si sur certaines flottes, ça peut être équivalent. Il y a eu moins de 10 véhicules sur certains. Mais je vous invite à peut-être aller voir cette étude qui est assez intéressante, en plus qui cite des noms. Donc c'est assez intéressant. Il y a des relations d'entreprise. Ah oui, mais après, moi, je le dis pas, mais en tout cas, c'est transparent et on voit que même certaines entreprises aussi qui sont sur, on va dire, qui ont une relation assez proche avec l'État ne jouent pas non plus le jeu non plus. Donc, aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est peut-être un retour des sanctions. Enfin, en tout cas, je vais en parler juste après. Mais comme on l'a dit Hervé en début de webinaire, les entreprises ont vraiment un rôle moteur dans le pourvoi. Enfin, c'est le principal pourvoyeur de véhicules sur le marché de l'occasion. Et en plus, il y a aussi un rôle moteur au niveau du salarié, c'est-à-dire un salarié qui va avoir un véhicule électrique de fonction, qui va être habitué à utiliser ce véhicule et qui va, dans son usage quotidien, se rendre compte qu'effectivement, ce sont des véhicules qui sont totalement fiables et qui sont totalement adaptés à nos usages aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi un initiateur de changement vers ses salariés. Il y avait aussi la question des hybrides rechargeables. Aujourd'hui, nous, en tout cas, au niveau de la VR West, on est au niveau de l'hybride rechargeable. Aujourd'hui, on sait que c'est une technologie qui est quand même amenée à disparaître. Elle est concernée par la fin de la vente des véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Et en termes de poids, par rapport en tout cas à un véhicule électrique, le bilan CO2 d'un véhicule hybride rechargeable est beaucoup plus important que celui du véhicule électrique. Donc, effectivement, c'est aussi, je voulais terminer cette partie de la VR West sur une proposition de loi du député Damien Adam qui a été d'abord validée, j'ai plus le nom exact, enfin qui va être étudié après les élections justement, où là effectivement on viendrait sans doute poser de nouvelles sanctions, pas de renforcement des obligations, mais en tout cas du contrôle et des potentielles sanctions financières qui pourraient entrer en vigueur avec une application rétroactive au manquement constaté dès 2025 par véhicule manquant. Bon, évidemment, ça devait être vu avant les élections, mais ça a été repoussé après justement ces élections. Donc il y a la possibilité effectivement qu'on arrive bientôt à des sanctions et aussi d'écarter les véhicules hybrides rechargeables du dispositif. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on a des véhicules électriques qui peuvent répondre vraiment à nos besoins de mobilité. On commence à avoir un réseau de recharge ultra rapide sur le territoire français qui est aussi également très efficace et qui permet, avec des arrêts de 15-20 minutes, pouvoir faire une recharge quasi complète. Donc voilà, en tout cas, pour dire les perspectives à venir, à voir comment ce sera effectivement étudié en Assemblée nationale. Je termine ma partie du webinaire par quand même quelques guides de la VR France, puisqu'on fait le lien, nous, directement avec la VR France, qui a sorti en 2023 son guide « Comment électrifier sa flotte de véhicules ». C'est un guide très intéressant qui vous... pas à pas, en tout cas, vous donnera des clés aussi de compréhension et de méthodologie pour mettre en place pour électrifier sa flotte de véhicules. Et puis aussi un document qui est sorti là au mois d'avril 2024 sur le camion électrique d'Émélon Levré-Dufaux, qui est aussi très intéressant, un document d'une 30aine de pages qui reprend un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le camion et qui fait un peu état de la situation actuelle du marché du camion électrique et à quel point, en tout cas aujourd'hui, elle peut y permettre de répondre à plus de 90% des besoins. Après, ce qui doit derrière suivre, c'est effectivement un réseau de recharge ultra rapide dédié aux camions, puisqu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas encore énormément de stations de recharge vraiment dédiées uniquement aux camions. Donc c'est un peu l'enjeu aussi, mais on y arrive. Il y a effectivement des choses qui sont faites, notamment entre Lyon et sur l'axe Paris-Lyon. Aujourd'hui, il y a effectivement des projets de 5 stations ultra rapides uniquement destinées aux camions qui devraient voir le jour d'ici fin 2025. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'en ai fini en tout cas pour cette partie. Pas de questions pour le moment dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole parmi vous? Si c'est le cas, c'est le moment.
Oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Ah, oui, 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 bonjour. Vous m'entendez bien? oui. Oui, Jean-Yves Galerne, je suis délégué régional de la Fédération bancaire française des Pays de la Loire, donc je ne suis pas directement concerné par ce volet en fait de flotte qui concerne plutôt le domaine des entreprises. Par contre, je voulais avoir votre sentiment sur, vous avez évoqué la partie électrique, mais pour le coup, quel est votre point de vue sur le devenir en fait de l'hydrogène? Parce qu'on entend parler aussi de technologie hydrogène ou hydrogène verte, hein, avec entre autres Life qui est un acteur en fait de notre région sur le sujet. Et pour le coup, est-ce que vous y voyez en fait un avenir, parce que a priori il y a une problématique en fait de coût qui se pose en fait par rapport à cette technologie. Et puis sur la nouveauté qui est en train d'arriver a priori à partir de Toyota, qui est un moteur à développement à partir de l'ammoniac, qui est quelque chose d'assez récent et qui pour le coup dégage de l'azote et de l'eau, mais ne dégage pas en fait d'éléments en fait d'ordre fossile. Et donc, est-ce que ce sont des choses qui peuvent demain venir en termes technologiques et en termes d'innovation modifier le paysage qu'on a aujourd'hui? En tout cas, sur la partie hydrogène, sur la partie véhicule léger, on sait que l'hydrogène aujourd'hui, c'est une technologie, en tout cas, qui énergétiquement n'est pas aussi, efficace que l'électrique, puisque pour produire de l'hydrogène, quand même, il y a une consommation d'électricité qui est assez aussi importante. Et quitte à avoir déjà un véhicule sur la route, autant utiliser directement de l'électricité. Ensuite, c'est vrai, en termes de coût d'investissement, en termes de une station hydrogène, c'est par rapport au coût d'une station hydrogène par rapport à une station de recharge, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts, hein, on est sur plusieurs millions d'euros sur ces stations-là. Et au niveau européen, en tout cas, peut-être sur le transport lourd, des choses vont arriver. Mais aujourd'hui, la direction sur les véhicules légers, c'est vraiment le full électrique, puisqu'on a la technologie qui est là, qui est mature. Donc, alors, en devenir, je ne sais pas si Hervé, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, mais pour l'instant, nous, ce qu'on voit à la Vert France et ce qu'on voit au niveau national, en tout cas, et puis même, on peut, je pense, le voir aussi dans l'offre de véhicules qui apparaît, hein, aujourd'hui, l'hydrogène est aujourd'hui assez peu présent, et donc à voir sur les années à venir, peut-être sur le transport lourd, parce qu'au final, un des apports aussi d'hydrogène, c'est la possibilité de pouvoir se recharger assez rapidement, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des véhicules électriques qui se rechargent de plus en plus rapides, on a des puissances de recharge aussi sur des bornes de plus en plus rapides aussi également, donc c'est un problème qui est en train je dirais, de pas de disparaître, mais en tout cas de diminuer. Donc sur l'hydrogène, effectivement, à voir comment ça évolue, mais pour l'instant, et c'est pas la direction que l'Union européenne a pris, ni le marché, en tout cas. Non, mais pour partager pleinement le propos de Kevin, bon, un véhicule hydrogène, c'est d'abord un véhicule électrique, hein, puisque en fait, si vous vous rappelez, alors je dis toujours ça, mais au cours de secondes, donc le premier sujet, c'est de produire de l'hydrogène décarboné, donc par électrolyse de l'eau, là sur les paillasses, si ça vous rappelle vos cours de troisième. Une fois que vous avez produit cet hydrogène, après, vous allez évidemment le compresser, parce qu'il faut quand même le compresser, parce que c'est un gaz extrêmement léger, le mettre dans un réservoir, le transformer de nouveau en électricité avec une pile à combustible, et après l'utiliser dans votre véhicule. Donc là aussi, si vous vous rappelez quelques cours, à chaque transformation, il est associé un rendement. Ce qui fait que, in fine, la consommation d'un véhicule dit hydrogène, qui n'est finalement qu'un véhicule électrique, on aura une consommation d'électricité amont, à la base, beaucoup plus importante. À un moment, on parle d'efficacité énergétique, on parle de sobriété. On voit bien que cet usage-là de l'hydrogène sera réservé au cas où on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, quand on aura besoin de beaucoup d'énergie sur effectivement des véhicules lourds, des transports lourds, peut-être des engins spéciaux, enfin un certain nombre de choses sur lesquelles la capacité de stockage des batteries est quand même, même si elle progresse tout le temps, est limitée. Et ben là, il y aura des applications spécifiques de l'hydrogène. Mais en fait, la façon dont l'industrie raisonne, c'est là où on peut mettre de l'électricité directe, ça sera de l'électricité directe. Là où on ne peut pas, on sera sur le vecteur hydrogène. Et quand je dis ça, c'est juste de la physique. C'est juste de la physique parce que de fait, on aura un investissement plus conséquent compte tenu du nombre d'équipements qu'il faudra mettre et on aura un OPEX, enfin un coût d'utilisation qui sera aussi plus important compte tenu de toute cette chaîne de transformation par rapport à l'énergie primaire. Voilà, c'est parfois difficile, c'est pas toujours entendable, mais la physique, elle est assez têtue en général. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Oui, oui, ça permettait d'éclairer un peu ce volet-là, parce qu'on entend parler effectivement en parallèle de la partie électrique. Et donc, ça veut dire que derrière,
l'usage il est forcément identifié, mais sur certaines niches et non pas en fait sur une vision d'usage en fait plus générale. Après, enfin, sur le véhicule léger, enfin, Kevin l'a dit, c'est qu'on est aussi sur des constructeurs automobiles qui ont des produits qui sont sur des visions mondiales, et qui, pour eux, l'important, c'est de massifier, c'est-à-dire de ne pas multiplier les options, d'avoir les mêmes véhicules qui sont vendus à peu près partout dans le monde. Et globalement, ce qu'on observe, c'est quand même que l'industrie automobile dans le monde, elle a fait le choix, en tout cas pour le véhicule léger, de l'électrique. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui le débat et la façon dont ça se passe sur les camions. Et il y a encore 2-3 ans, c'était un peu incertain. Mais on observe quand même, et on voit arriver, que ce soit chez Volvo, que ce soit chez Renault Trucks, que ce soit chez Mercedes, de plus en plus de camions électriques. Alors, jusqu'où ça ira, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la livraison de dernier kilomètre, etc., sur des tournées de 200 à 300 km, ça semble tout à fait possible. Évidemment, sur du transport international, routier et autres, aujourd'hui, l'électrique n'est pas la solution. Donc, les choses se mettent en place petit à petit et sont en fonction, je dirais, à la fois des progrès qu'on va pouvoir faire sur la chaîne hydrogène en termes de réduction des coûts et sur les progrès qu'on peut faire en matière de capacité de stockage d'électricité. Parce que quand on prend l'histoire du véhicule électrique, cette tentative ici, c'est la bonne, mais il y en a eu 3 précédentes et elles ont juste échoué parce qu'on n'avait pas finalement la capacité de stockage, on n'avait pas le type de batterie qui permettait. C'est vraiment les batteries lithium-ion qui ont changé la donne et qui permettent aujourd'hui. Quel va être le progrès de la chimie des batteries dans les prochaines années? C'est ça qui sera aussi déterminant par rapport à la place de l'hydrogène. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Oui, il y a une autre question. Alors, Emmanuel, oui, on vous écoute. Oui, bonjour, Emmanuel Rigolage des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. En fait, moi, je voulais vous poser une question parce qu'on est en train de faire la transition de nos chariots, on passe du thermique à l'électrique. Donc, on fait ça par vague. On a quelques difficultés à trouver des réponses à nos questions puisqu'en fait, là, le webinaire est très tourné voiture et camion, moins moyen de levage. Et en fait, on voit qu'il y a une différence dans la réglementation entre l'électrification des véhicules, voitures, camions et l'électrification des moyens de levage. Dans le sens où sur les voitures et les camions, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite à proprement parler, alors que c'est clairement défini pour les moyens de levage en termes de limite de chargeur en fait. Donc sur les énergies plomb et lithium, on a une limitation qui est clairement définie, à partir de laquelle on est censé mettre une station spécifique de recharge, voilà, ce qui implique des coûts, un investissement. Je voulais savoir si vous, par rapport à cette partie-là de moyens de levage, vous avez une vue, vous avez des éléments de réponse et vous avez une expertise en fait. Assez peu, hein. Enfin, faut être très honnête, c'est-à-dire que sur tous les sujets extrêmement, enfin, qui sont techniques, mais qui sont sur des marchés finalement de taille plus modeste, hein, et même si c'est important, aujourd'hui, la Vert France, que ce soit la Vert France ou la Vert Ouest, on veut tourner le relais, on n'a pas eu aujourd'hui les moyens de se pencher. Après, c'est vrai qu'on regarde des initiatives sur des acteurs, ce que fait par exemple, vous le citez parce que c'est un acteur local, le groupe Fétis ou d'autres acteurs du même type, sur effectivement l'adaptation de tous ces enjeux spéciaux à la décarbonation, en fait. D'accord. Et je comprends bien, en fait, le sujet, c'est qu'au titre d'une entreprise, ça peut être important, ça peut être un sujet important de décarbonation et d'amélioration. Au titre du bilan France CO2, bon, c'est pas là que ça se joue dans les grandes masses. Donc c'est vrai que l'intensité de l'action qu'on a pu y mettre est aujourd'hui plus modeste, certainement faute de temps et de moyens. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez, merci pour cette Désolé de réponse, mais elle mérite de l'honnêteté. Elle est claire. Mais encore l'engagement et l'effort, hein, c'est un vrai sujet, la décarbonation des ports, des engins portuaires. Ce qui bouge beaucoup, c'est l'aéronautique, peut-être que, et notamment parce que l'aéronautique est un secteur extrêmement contraint, et donc ils sont en train d'électrifier à marche forcée tout ce qui est engin portuaire, aéroportuaire plutôt. Et là, il y a peut-être des synergies et des recherches à partager. Oui, bon, on a des éléments de piste déjà, mais bon, je voulais savoir si vous aviez un point de vue là-dessus. Mais merci pour votre réponse en tout cas. Désolée. D'autres questions avant que l'on passe à la suite ou est-ce qu'on enchaîne?
Bon, a priori, je vois pas de main se lever, donc on peut enchaîner. Donc effectivement, j'ai cru apercevoir que Pascal Pavard et Valérie Delahaye nous avaient rejoints. Donc je vais les laisser se présenter et plutôt leur partager leur témoignage, la façon dont depuis plusieurs années, parce que je connais Pascal et Valérie depuis plusieurs années, ils sont engagés pour mener cette mission d'électrifier la flotte du groupe EDF. Pascal, Valérie, c'est à vous? Merci. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. On ne voit pas, mais on vous entend. Bon, très bien, super. Bonjour à tous. Donc, Pascal Pavard, moi je suis le chef de projet EV100 du groupe EDF. Donc, le projet EV100, c'est une initiative d'une ONG qui s'appelle Climate Group, qui vise à électrifier les flottes d'entreprises d'ici 2030. Et j'ai aussi en charge de l'offre mobilité électrique aux salariés du groupe. On verra justement à quoi ça peut aider en termes de conduite du changement. Vas-y. Valérie Delahaye, moi je suis responsable de la conduite du changement de mobilité électrique pour le groupe EDF. Et donc je travaille beaucoup avec Pascal parce qu'on va le voir, le levier de conduite du changement est très important dans les projets d'électrification complète. Et donc on a préparé un support, je ne sais pas qui passe le support. Normalement, vous On pensait que c'était vous, mais bon. vous pouvez directement partager. Ok. C'est moi qui l'ai partagé. Il faudrait que tu puisses le partager. Ouais, attends. En plus, comme on est en double écran. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, le support. Voilà. Et donc, je vais sur le partage. C'est bon. C'est bon. On voit. C'est bon. Alors, hop, moi c'est juste OK. Et c'est par contre ici que Valérie voit. Il faut que je. Ben, je peux le suivre sur mon écran si tu veux. OK. Alors, vous l'avez plein écran ou. Non, on l'a pas en plein écran, on l'a en format juste PDF. OK. Donc. Cliquez sur le petit ascenseur peut-être sur le côté droit si tu veux, au milieu là. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est voilà, mon souci, c'est le deuxième écran. Je vais y arriver. Est-ce que vous voyez toujours là? Non, on voit tes mails là. Ah! Non, mais moi, ça me dérange pas. Je laisse poser. Non, mais sinon, c'était propre hein, en format comme c'était. Ok. Oui. Alors, est-ce que. C'est bien. Alors, je suis en train de le ramener. Voilà. La fenêtre en grand. On commence à voir un petit peu. Voilà. Et affichage. Ouais, top. Mode lecture. Là, est-ce que ça va mieux? Ouais, c'est parfait. Ouais, il manque le bas, mais on va se. Ah. Non, c'est bon. Mode plein écran. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Très bien. Petit delta d'affichage, mais. Non, c'est parfait. Ah oui, non, c'est bon, c'est parfait. On touche plus à rien. Ok, bon, ça va. Bon, désolé de ce réglage. Donc, globalement, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'objectif d'électrification, c'est il y a bien sûr l'électrification de la flotte du groupe d'ici 2030. Donc, ça, c'est l'initiative V100 de Climate Group. Et cette électrification, elle a deux autres objectifs. Là, le deuxième objectif, c'est de réaliser cette transformation à ISO complet, c'est-à-dire que le TCO, le coût total de possession de la flotte progressivement électrifiée sur la période du projet, c'est-à-dire 2019-2030, soit inférieur ou égal à celui qu'il aurait été si on avait conservé une flotte thermique. Et puis, le troisième aspect, c'est
mettre en œuvre en interne du groupe des solutions de mobilité électrique innovantes dans la perspective d'offres robustes pour nos clients. Et c'est dans le sens, c'est aussi pour nous l'occasion de tester des solutions innovantes de mobilité électrique. On y reviendra tout à l'heure. Chiffres clés, Valérie, si tu veux. Oui. Donc, nos chiffres clés, donc on a fait le point à fin décembre 2023. Donc, on a 47 000 véhicules légers dans notre flotte. Alors, sous ce chiffre, il peut paraître assez conséquent quand même. Hein. C'est vrai qu'on est une des plus grosses flottes dans le monde. Pour EV100. Pour EV100. Il y a plein de diversité de cas d'usage et de taille de flotte, puisqu'on a 15 entités filiales. Donc avec des métiers complètement différents qui sont au périmètre du groupe EDF, des métiers comme EDF SA avec tous les métiers de la production nucléaire, hydraulique, les métiers du commercialisateur également, des métiers tertiaires. On va avoir des Enedis qui est notre plus grosse flotte, donc pour la partie distribution. Enedis, c'est quasiment la moitié de la flotte. On a également Dalkia, qui est donc sur les services énergétiques. Je vous décris un petit peu voilà, toutes les diversités de flotte que l'on a, parce que finalement, c'est plusieurs projets d'électrification de flotte qui sont sous cette bannière projet EV100 Group. Voilà, ça va de la flotte des 18 000 véhicules à la flotte de EDF PEI, production énergétique insulaire, hein, donc les centrales dans les îles, qui ont 35 véhicules. Donc, on a vraiment de grosses flottes et de toutes petites flottes dans le groupe. Et également des diversités en termes de véhicules, donc des véhicules de service, des véhicules de fonction. Dans nos véhicules de service, on a 50% qui est constitué par des véhicules utilitaires légers, donc inférieurs à 3,5 tonnes, donc petite fourgonnette, petit fourgon, grand fourgon inférieur à 3,5 tonnes. Donc ça, c'est un segment, on en reparlera, mais qui est à part entière une difficulté pour électrifier, hein, parce qu'aujourd'hui, on a quand même moins d'offres que pour des véhicules particuliers, des cas d'usage et des cas d'usage qui peuvent être compliqués, donc on va reparler. Toujours dans les chiffres clés, donc notre flotte est répartie dans 1900 pays. Non, 26. 1900 sites, pardon. Oui, ça passait pas là. Oui. 1900 sites dans 26 pays. Voilà, oui. Là, c'est mieux. Donc voilà, en termes aussi bien de pilotage de projet pour mettre tout le monde en mouvement que d'intégration des contraintes, des spécificités locales et de la conduite du changement associé, ben c'est un travail. Donc, bien sûr, on pourra en reparler, mais en termes d'organisation, de gouvernance projet, on a pris en compte toutes ces différences. Donc, à fin décembre 2023, on a plus de 13 700 véhicules électriques dans notre flotte, donc on approche les 30%. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que finalement, on a adressé les early adopters, et maintenant, on est en train de rentrer. Ah, vous nous entendez? Est-ce que ça va mieux là? Oui. Ouais, essayez de couper votre caméra parce qu'en fait, le son, il y a des moments où ça ralentit et là, ça vient d'accélérer. Donc, on n'a pas trop compris après les 30% d'électrification. Ok, mais je vais couper la caméra alors. Mais là, on a plus de... Il faut que j'y arrive. Ouais, on voit un écran noir. Ah, c'est bon. Oui, là. Hop, voilà. Donc là, ce sera peut-être mieux en termes de qualité de son. On va essayer comme ça. Ok, on essaye comme ça. Oui, donc oui, ce que je disais, après les 30%, donc on atteint les 30% d'électrification de notre flotte. Et donc, ce qu'on considère, nous, souvent, c'est que le plus facile est derrière nous. C'est-à-dire qu'on a électrifié les cas d'usage les plus simples. On a électrifié aussi, on a adressé les populations qui étaient les plus convaincues, parce que dedans, il y a toujours partout, et pour toutes les transformations des early adopters, il n'y a pas eu trop de difficultés à convaincre de passer au véhicule électrique. Ils y étaient déjà passés dans leur vie privée, ils étaient déjà très moteurs. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est le passage à l'échelle. C'est comment faire en sorte qu'on suive cette dynamique, on accélère l'électrification de la flotte en embarquant le plus de monde possible. Est-ce que ça va? Vous m'entendez, Manon? Oui, très bien. D'accord. C'est bon au niveau de l'écran? C'est bon. L'écran, on le voit pas en mode plein écran, mais c'est très bien comme ça. On bouge plus.
Ok, ça marche. On est également dans nos chiffres de près de 15 700 points de charge opérationnels. Donc ça aussi, on va vous en reparler, on va faire un petit focus sur les bornes, hein, parce que c'est un vrai sujet, c'est le nerf de la guerre. On est à un ratio de 1 pour 1 de points de charge véhicules électriques dans notre flotte professionnelle. Et on verra que ce point de charge il peut se trouver soit sur le site, soit au domicile du salarié. Mais on est vraiment parti sur ce ratio de 1 pour 1 d'emblée. Et c'est en train de se vérifier que c'était le bon choix. Oui. Et on a quasiment la totalité des salariés du groupe, donc 171 000 salariés dans le groupe, qui sont directement ou indirectement concernés par le projet EV100 et l'électrification de la flotte et des usages. Donc, une action de conduite du changement assez conséquente à mettre en place. Alors, je vais continuer peut-être. Oui. Je laisse la parole sur les cas d'usage. Donc, sur les cas d'usage, en fait, si on avait une bonne pratique à vous partager, c'est vraiment cette méthodologie des cas d'usage qu'on a mis en œuvre assez rapidement dans le projet. On a construit l'électrification de notre flotte et nos choix autour de cette méthodologie de cas d'usage. Il y avait 2 objectifs pour nous. C'était factualiser finalement, cartographier les cas d'usage de notre groupe, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Construire un catalogue de solutions IRVE qui pouvaient couvrir ces cas d'usage-là. Et puis aussi permettre l'électrification de la flotte, factualiser des freins en termes de conduite du changement aussi. Ça, on avait besoin de pouvoir factualiser tous ces ressentis. Donc, on a construit cette méthodologie avec les entités, hein, co-construite cette méthodologie. C'est basé sur 3 axes. Pour nous, un cas d'usage, c'est à la fois un véhicule, donc un véhicule que ce soit donc, de service, de fonction, véhicule utilitaire léger, véhicule 2 places, véhicule 5 places. Et on a pris le critère du kilométrage journalier moyen, donc, ce qui est fait dans 80% des cas, hein, pas les cas extrêmes. Si on fait 1000 km par an, on ne l'a pas pris en compte. Et donc, on a été regarder dans tous les véhicules de la flotte, voilà, quels étaient les kilométrages moyens qui étaient associés. On a croisé ça avec le lieu de recharge. Donc, ça demande un petit exercice de projection, puisqu'aujourd'hui, dans notre flotte, on a beaucoup de véhicules thermiques, mais le travail qu'on faisait avec les entités, c'est demain, quand ce sera un véhicule 100% électrique, où est-ce que vous aurez besoin de vous recharger? Est-ce que c'est au travail? Et dans ce cas, est-ce que c'est un parking dédié à l'entreprise, un parking partagé? Est-ce que c'est peut-être sur un chantier, hein? On a des métiers qui font des prises de travail direct sur les chantiers. Ça peut être chez les clients aussi. On a des métiers qui sont en mission longue chez les clients et donc qui ne repassent pas par le lieu du travail. Le lieu de travail, c'est le client, c'est chez le client. Et 3e axe, on a été regarder les caractéristiques un peu plus fines liées aux métiers et aux interventions et aux populations. Donc, à savoir, est-ce qu'il y a des temps de pause journaliers, notamment la pause méridienne, qui peuvent être réduits? Est-ce qu'on intervient dans des environnements montagneux, des zones isolées? Est-ce qu'on a des véhicules qui doivent être chargés avec une charge utile importante? Voilà, tous ces critères-là, on les a aussi cartographiés avec les entités. Ce qui nous a permis d'avoir une petite matrice par entité et qu'on a consolidée au global, où on voyait finalement exactement comment étaient répartis les usages dans notre flotte. En parallèle, on a construit un catalogue de solutions évolutives, hein, on le revoit régulièrement, qui prend en compte à la fois les solutions en termes de véhicules électriques, en termes de bornes de recharge, et on y a intégré dedans l'aspect TCO, parce que ça, c'est aussi un point important, très important, donc le total cost of ownership du véhicule électrique. Et on est venu comparer nos solutions de véhicules électriques avec des hybrides rechargeables ou avec des véhicules thermiques correspondants. L'idée étant de pouvoir à la fois voir par cas d'usage si on a un bon niveau de couverture via nos solutions, faire évoluer nos solutions et permettre aux gestionnaires de flotte de prendre des décisions éclairées sur les véhicules à remplacer, en intégrant également l'aspect budgétaire, donc l'aspect coût avec le TCO. Et on est en train même de travailler sur l'aspect CO2 évité, parce que pour nous, c'est aussi quelque chose
très important, hein, c'est redonner le sens. Pourquoi on fait tout ça? C'est bien pour avoir une mobilité bas carbone et être exemplaire. Et donc, on intègre dans les critères de l'aspect CO2 via. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chiffres très rassurants, puisqu'on a, on a cartographié 85% des 47 000 véhicules de notre flotte. On connaît précisément les usages et on peut dire que sur ces 85%, on en a plus de 70% qui sont électrifiables à date, aujourd'hui, avec les solutions en catalogue. Donc, c'est du vert foncé, couvert, sans concession, sans impact finalement sur l'organisation ou sur les. À partir du moment où, bien sûr, hein, on choisit les bons véhicules, ouais, et que l'on met en place les solutions de recharge. Ah, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et avec des véhicules 100% électriques. Bien sûr. On précise parce qu'avec du véhicule hybride rechargeable, on peut effectivement tout couvrir, mais on l'a bien vu, en termes de TCO, c'est pas satisfaisant. En termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas satisfaisant non plus. Donc, on se dirige. Et en termes de CO2, ce n'est pas satisfaisant non plus. Exactement. Puisque sur les hybrides rechargeables, on arrive même à avoir des émissions de CO2 supérieures aux véhicules thermiques. Donc, ce travail-là, c'était mon troisième point, ça nous a permis d'identifier les cas d'usage sur lesquels on peut accélérer l'électrification de la flotte parce que les cas d'usage sont couverts. Et donc ça, finalement, ça ne fait plus débat. On a même des cas d'usage pour lesquels c'est devenu la règle. Le 100% électrique, c'est validé, c'est devenu la règle. Alors bien sûr, il peut y avoir des dérogations, mais ça permet quand même de mettre tout le monde dans le bon sens. Ça nous a permis aussi d'identifier des disparités entre les entités. Certaines qui avaient une trajectoire plus prudente d'électrification de leur flotte, ce n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est bien qu'ils ont des cas d'usage plus compliqués à électrifier. Par exemple, des véhicules utilitaires légers avec des contraintes opérationnelles de charge utile qui peuvent être compliquées. Et d'astreinte. Et puis aussi, il peut y avoir des recharges au domicile de salariés. On a des entités où les salariés ne repassent pas par le lieu du travail dans la semaine. Ils partent le matin de chez eux, ils vont faire leurs interventions chez les clients, ils reviennent chez eux. Donc, il faut absolument leur mettre une borne de recharge à domicile. En maison individuelle, pas de problème, nos solutions sont opérationnelles, ça y est, on a déployé. En copropriété, c'est plus compliqué parce que c'est plus long, c'est un peu moins à notre main et ça demande un certain investissement en termes de temps et d'énergie de la part du salarié lui-même. Parce que maintenant, on a des solutions. Techniquement, on a la solution. Économiquement, on a la solution, mais il reste à mettre en œuvre. Notre règle, c'est qu'une borne en maison individuelle avec Easy by EDF, on est entre 4 et 8 semaines de délai entre le moment où on passe commande de la borne et le moment où la borne est opérationnelle. Sur une copropriété, toujours avec Easy by EDF, on est plutôt entre 12 et 18 mois de délai. Mais même si aujourd'hui, c'est techniquement, économiquement parlant, c'est bon. Mais il y a un processus de décision dans les copropriétés qui est beaucoup plus compliqué. Et nous, là, on met en place un dispositif de formation de nos gestionnaires de flotte et on attend que nos gestionnaires de flotte soient passés à cette formation qui va notamment avoir un module sur la recharge en copropriété pour lancer l'industrialisation de notre dispositif d'installation de bornes de recharge en copropriété pour la flotte. Et il reste bien sûr des cas qui vont être plus compliqués. Le cas des gens qui habitent en logement social, le cas aussi des salariés qui n'ont pas de parking chez eux, et il y en a, hein, parce que les données INSEE nous montrent que 34% des Français n'ont pas de parking à domicile. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on ne soit pas également dans ces chiffres-là. Donc là, il va falloir être un peu innovant et voir un peu comment on peut répondre à ces besoins-là pour que ce soit satisfaisant en termes d'expérience utilisateur, en termes de temps métal aussi. Hein, on parle beaucoup de temps métal, c'est-à-dire de ne pas impacter le temps réellement effectif lié aux activités de travail, les activités de production de travail. Donc voilà, ça nous a vraiment permis d'identifier, de factualiser les disparités entre les entités, les freins qui pouvaient avoir lieu, de lever certains freins aussi, ça c'était important, et de mettre en place une conduite du changement adaptée auprès des salariés, des managers et des gestionnaires de flotte. Tu parlais de la formation, voilà, ça c'est quelque chose qu'on met en place parce qu'on s'est rendu compte qu'on changeait beaucoup de choses dans leur métier quand même à travers cette électrification de flotte.
Peut-être pour vous illustrer quelques leviers de conduite du changement qu'on met en place, c'est sur le slide d'après. Donc l'objectif, je vous le disais, notre objectif actuel, c'est vraiment de permettre ce passage à l'échelle. Donc on accélère notre conduite du changement et on l'accélère notamment autour des cas d'usage sur lesquels on sait qu'il faut électrifier, on peut électrifier. Ça passe par plein d'actions. On vous en a mis 8 parce que c'est parmi celles qui sont un peu incontournables. Tout ce qui est animation de réseau, partage de bonnes pratiques. Alors, vous voyez, nous, je vous disais en introduction, on a une flotte qui est très dispersée, des entités avec des cas d'usage très différents, donc ce n'était pas envisageable, ça ne nous a jamais paru pertinent de faire quelque chose de centralisé. Enfin, ça aurait été complètement, on serait tombé à côté de la plaque. Donc, on a bien un chef de projet par entité qui pilote son projet d'électrification de la flotte. C'est Pascal, en tant que chef de projet groupe, qui les anime, qui coordonne et qui pilote. On a également des ambassadeurs et des managers dans les entités que moi j'anime au titre de la conduite du changement. Donc on les réunit régulièrement parce que l'objectif c'est bien de leur redonner le sens, les tenir au courant des dernières actualités, avoir aussi leur retour terrain. C'est très important pour nous, c'est une manière aussi de capter aussi les difficultés et un peu le pouls du terrain. On a un deuxième levier qui est de mettre en place des relais locaux dans les entités pour accompagner l'électrification à la maille des sites et des entités. Ça s'est révélé assez rapidement incontournable. Cette notion de proximité, voilà, j'ai une question, je suis bloquée, j'ai une question précise sur mon site, sur les bornes, à qui je peux m'adresser, ça passe par ces relais locaux. Bien sûr, les entités derrière ont elles-mêmes décliné des actions beaucoup plus localement. Elles mettent en place aussi des réseaux, des communautés d'utilisateurs. Ça marche très bien. Ça s'autogère, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, nous, on est en train, tout ce qui peut être mutualisé à la maille groupe, c'est de notre côté que ça se passe. On essaye de promouvoir aussi l'usage des VE à travers des actions d'autopartage de VE, de location de courte durée du VE. L'idée, c'est que dès que la personne doit prendre un véhicule, d'un point de vue professionnel, puisse lui proposer le véhicule électrique parce que ça lui permettra de tester aussi. Ça, c'est important. On sait que l'expérimenter, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et puis, ça nous permet aussi d'agir sur notre flotte, de l'autopartage de VE. On joue directement sur la taille de la flotte, sur le coût de notre flotte et donc sur le deuxième objectif de notre projet qui est une transformation à ISO complet. On a des offres aux salariés, donc on a développé, donc c'est Pascal qui les porte. Ça s'inscrit plus globalement dans une démarche qui est d'offres aux salariés du groupe porté par la DRH Group. Nous, ce qu'on leur propose, ce sont des remises pour l'acquisition d'un véhicule électrique personnel, donc des remises qui ont été négociées avec des constructeurs. Donc ça, c'est très intéressant. On a un catalogue qui s'étoffe régulièrement. Oui, parce que en fait, il y a eu au départ, les constructeurs étaient réticents. Et puis en fait, il y a eu un tel succès que nos salariés ont commandé plus de 3000 véhicules électriques chez les constructeurs qui avaient fait des offres. Donc 96%, donc plus de 96% sont des véhicules 100% électriques. Donc ça a particulièrement intéressé les constructeurs, ce qui fait que maintenant, on n'a plus à négocier. Les constructeurs qui viennent vers nous pour nous faire des offres. Donc ça, c'est intéressant et je pense que ça fait vraiment partie de la conduite du changement. Globalement, aujourd'hui, on a 26% de nos salariés d'EDF et d'Enedis qui ont un véhicule électrique, c'est-à-dire 10 fois la moyenne des Français. Et ça, c'est très important quand on veut électrifier une flotte, quand on a des salariés qui ont un véhicule électrique et qui sont bien sûr satisfaits de leur véhicule électrique, eh bien c'est quelque chose qui aide beaucoup à l'électrification de la flotte. Et comme le disait Valérie tout à l'heure, essayer, c'est l'adopter. Alors moi, je complète en disant, essayer un véhicule électrique qui correspond à son cas d'usage, c'est l'adopter. Et c'est ça qui est fondamental. C'est tout ce travail qui est fait sur l'analyse des cas d'usage et les catalogues de solutions qu'on met en place. À partir du moment où on a ces deux qui matchent, et on vous l'a dit, aujourd'hui, on est à 70% de la flotte où ça match, quand on fait essayer le bon véhicule et qu'on explique
les modalités de recharge, eh bien, ça passe et l'électrification suit. Parce qu'à contrario, enfin, je poursuis ce que tu dis, hein, Oui. à contrario, forcer l'électrification comme ça, pousser sans passer par cette analyse de cas d'usage, c'est prendre le risque de faire des contre-références. Nous, on en a eu au tout début, Oui. il y a un certain temps maintenant, avec Il y a 10 ans. voilà, des véhicules de première génération qui avaient très peu d'autonomie, donc ça ne correspondait pas aux usages. Donc il y a eu des mauvaises expériences utilisateurs, et je peux vous dire que cela, pour les rattraper maintenant, c'est très compliqué. Et le bad buzz va très vite. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix. Et c'est pour ça qu'on est passé par cette analyse-là, et c'est pour ça que maintenant, on électrifie finalement par segment où on sait qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de contre-référence, donc on peut y aller. Si je continue un peu sur… ah oui, excusez-moi, sur donc les offres aux salariés du groupe, bien sûr, il y a des remises sur les VE, mais il y a aussi des remises sur les bornes à domicile. Donc, on a une filiale, c'est vrai qu'on a la chance en interne, nous, d'avoir notre filiale Easy by EDF qui propose des offres de bornes à domicile en maison individuelle, mais également en copropriété. Et en copropriété, ça couvre en plus tout type de copropriété, puisqu'on a à la fois l'aspect colonne horizontale. Donc ça, c'est la solution du distributeur Enedis, qui consiste à mettre un compteur Linky par place et une colonne horizontale dans la copropriété. Et puis, on a également la solution que propose Easy by EDF de grappe de borne, donc au même titre que les autres opérateurs privés, avec une borne par place, mais un seul gros compteur pour l'ensemble de la copro. Oui, alors, parce que ça permet de couvrir deux cas de copropriété. Hein. Le cas où les places sont attribuées à un appartement, à un logement. Donc là, c'est la solution Enedis est vraiment très intéressante. Et le cas où les places ne sont pas attribuées. Et à ce moment-là, on fait un peu comme sur un site de travail. On met une grappe de borne et puis les utilisateurs viennent avec un badge pour recharger leur véhicule et ils sont facturés à la fin du mois de leur recharge. Donc, c'est ces solutions maintenant qui, tout à l'heure on le disait, on a des, maintenant techniquement parlant, sur la copropriété, ça marche et économiquement parlant, ça marche aussi. Il faut faire attention. Voilà, c'est comme tout, hein, il faut choisir les bonnes offres. Hein, il n'y a pas que les offres EDF qui sont bonnes, hein, mais il peut y avoir aussi des offres un peu chères. Donc, il faut faire attention, il faut bien comparer. Et la troisième chose, on propose aussi à nos salariés un pass Livia à taux préférentiel, enfin à prix préférentiel. Donc ça, c'est un pass qui permet de se recharger partout, alors aussi bien sur les sites, puisque nous, on a mis en place des bornes ouvertes à nos salariés pour leurs usages personnels, mais aussi en itinérance. Donc ça, au rythme où vont les nouvelles bornes en itinérance, ça ne peut qu'être bénéfique, qu'encourager l'électrification des usages. Et là, l'intérêt, c'est l'interopérabilité, hein, donc l'interopérabilité qui permet avec un pass, il y a celui d'Easyvia, il y en a d'autres, hein, c'est pareil, il faut mettre en concurrence, mais ça permet de se recharger sur la quasi-totalité des bornes en France et beaucoup de bornes en Europe, donc c'est très intéressant aussi, l'interopérabilité. Autre action, donc tout ce qui est communication, sensibilisation, ça, vraiment, je vous encourage alors à chaque fois, vraiment bien redonner le sens, c'est important. Pourquoi on fait ça? Et puis, organiser des événements, des essais de véhicules électriques, des démonstrations de recharge, parce que ça peut aussi, c'est complètement nouveau, la recharge. Un véhicule électrique, finalement, par rapport à un véhicule thermique, oui, il y a des choses différentes, mais le gros changement, le changement en termes à la fois d'usage. Moi, ce que je compare la véhicule, c'est un peu un iceberg, vous voyez. Vous remplacez du véhicule thermique par des véhicules électriques, vous changez les outils, finalement. Mais vous allez aussi changer les usages parce qu'il y a l'aspect recharge qui est complètement nouveau, donc qu'il va falloir intégrer. Vous changez également les comportements des gens puisque on va leur dire pensez à gérer l'autonomie du véhicule, à mettre en place des bonnes pratiques d'éco-conduite. Et on change également la manière de penser la mobilité, donc finalement la culture de la mobilité, puisque sur certains trajets un peu longs, il va falloir passer par une étape préalable de planification du trajet, voir où est-ce qu'on va aller se recharger pour pouvoir partir sereinement.
Donc, c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut pouvoir accompagner à travers les actions de conduite du changement. Mais alors, juste, là, on parle de toutes ces actions-là, mais cet accompagnement, en fait, en 2 heures, à la mise en main du véhicule, c'est bon, hein, on part déjà avec un bon bagage. Bagage, pardon. Donc, c'est indispensable, mais ce n'est pas un gros investissement. En fait, c'est même un très bon investissement parce que pour des gens qui roulent, enfin, ce qu'on dit nous aujourd'hui en termes de TCO, hein, dès qu'on fait 20 000 km par an, il n'y a plus de questions à se poser sur l'aspect coût, hein. C'est le véhicule 100% électrique est moins cher. À partir du moment où on choisit un véhicule conforme à son cas d'usage. En dessous, il peut être moins cher aussi. Et on a des cas d'usage où ils sont moins chers. Mais dès 20 000 km par an, il n'y a plus photo aujourd'hui. Le 100% électrique est moins cher en coût complet pour les entreprises. Il n'y a plus de questions à se poser. La question à se poser, c'est, voilà, il faut que je mette en face de mon cas d'usage le véhicule qui va bien. Parce que, comme en plus en parallèle, maintenant, on a en France des stations-service sur les autoroutes, on peut traverser la France avec un véhicule électrique grande autonomie sans aucun souci, avec un pass. Hein, donc, ça pose plus de problèmes. Donc, il y a à faire cette conduite du changement, il y a cette mise en main spécifique à faire, et puis cette sensibilisation à l'éco-conduite qui a aussi des avantages sur la sécurité, mais ce n'est pas un gros investissement. C'est même un investissement très rentable à partir du moment où on a choisi la bonne solution véhicule par rapport au cas d'usage. Voilà, donc redonner le sens. Tout ce qui est pédagogie, c'est très important, vraiment. Ça concourt à cette acculturation. Et puis, ce que disait Pascal, effectivement, des formations de mise en main du véhicule avec les bons conseils pratiques pour que la personne ne soit pas lâchée dans la nature, mais vraiment accompagnée, que la transition se fasse en douceur. Dans les autres bonnes pratiques, on a mis en place deux entités, UDFSA et Enedis, qui ont mis en place un critère d'intéressement des salariés au résultat d'électrification de la flotte. Critère qui a été atteint en plus. Donc ça, c'est un très bon moyen aussi d'intéresser, c'est le cas de le dire, les salariés au sujet. Ça rentre dans les critères RSE de l'intéressement et voilà, vraiment, on n'a pas eu de problème là-dessus avec les organisations syndicales. La seule question qu'elles ont posée à un moment, c'est ouais, d'accord, on est sur l'électrification de la flotte, mais quels sont les leviers des salariés pour atteindre les résultats? Donc là, on a travaillé sur ces aspects-là avec eux. Donc au départ, on était sur le taux d'électrification et là, on travaille sur le taux d'utilisation des véhicules électriques dans la flotte, ce qui est encore plus pertinent vu des OS, puisque là, vraiment, le salarié, quand il a le choix entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, et s'il prend le véhicule électrique, il ira dans le sens de l'intéressement, donc il a vraiment un levier fort. Donc on va vers cette orientation-là. Et dernière bonne pratique de conduite du changement qu'on voulait vous partager, et ensuite je laisserai la parole à Pascal, il vous parlera recharge et innovation. On a mis en place dès le départ un baromètre conduite du changement. Donc ça, on le fait en lien. Alors on a la chance au sein du groupe EDF d'avoir des compétences, notamment côté recherche et développement, de sociologie, de sociologues et puis de data analystes qui peuvent nous faire ce baromètre et faire les analyses qui vont bien. Et donc, nous, on suit de manière annuelle. Hein, ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop rapproché, hein, puisqu'on est sur des changements vraiment d'usage, de comportement et de culture, et largement suffisant pour voir quel est le niveau d'information, d'adhésion et de participation, donc c'est-à-dire le niveau vraiment le pourcentage de salariés qui utilisent réellement les véhicules électriques. Et ce qu'on constate, qui est très encourageant, donc là ça va être la 3e année qu'on fait ça, donc on commence à avoir des tendances, voilà, des tendances qui se dessinent et qu'on peut exploiter. Très bon niveau d'information, hein, les gens ont bien compris pourquoi on fait ça. L'adhésion est là aussi, donc ça c'est très positif. On le voit aussi parce qu'on ne vous parle pas de tout l'aspect dialogue social, mais bien sûr c'est un axe important qu'on travaille plus largement dans le cadre de l'accord mobilité durable groupe avec notre DRH groupe, hein, c'est elle qui porte le dialogue social, mais ça se passe aussi très bien avec les organisations syndicales parce que ce sens est bien compris. Donc une bonne adhésion et puis une participation qui est en progression. Et c'est bien ce qu'on cherche à atteindre puisqu'on veut que 100% des salariés concernés utilisent nos véhicules électriques à la fin. D'ici 2030. Exactement.
Alors, Un peu les solutions de pour recharge. finir la présentation et laisser un peu de place aux questions sans finir trop tard. Hein. Oui, OK. Donc, comme on vous l'a indiqué, hein, il y a des solutions de véhicules électriques, vous avez maintenant les offres de marché et on a vraiment des catalogues de plus en plus fournis. Mais il y a aussi l'aspect borne de recharge. Et donc, les bornes de recharge, on a plusieurs possibilités. Il y a d'abord la recharge sur le lieu de travail. Hein, donc, sur nos 47 000 véhicules, on aura plus de 30 000 véhicules qui se rechargeront sur le lieu de travail. Hein. Je pense que c'est plutôt autour de 35 000, mais on affine au fur et à mesure les cas d'usage. Et là, ce qu'on met en place sur le lieu de travail, ce sont des bornes 7 et 22 kW en AC. Alors, pour nos cas d'usage, en majorité des 7 et des 22, on est sur un ratio de 9,7 pour une 22. Mais on a des entités dans le groupe qui, elles, ont des cas d'usage où elles ne mettent que des 22. Parce qu'elles ont besoin sur le site d'avoir une recharge plus rapide. Et ce qui veut dire qu'en parallèle, elles choisissent des véhicules qui se rechargent à 22. Donc ça, c'est un point important. Et puis, pour certains cas, et notamment pour des cas d'urgence ou de sécurisation, eh bien, on met des bornes rapides. Alors là, il y en a très peu par rapport au volume, mais on peut mettre des bornes rapides 50 kW, voire des bornes ultra rapides 150 kW. Et là, en général, on est sur du partage. C'est-à-dire que là, ce sont des stations-service qui sont sur nos sites, mais qui sont aussi accessibles à nos visiteurs et puis aux personnes qui passent sur la route à côté. On a la recharge à domicile. Donc là, on estime entre 10 et 15 000 points de charge à domicile nécessaires d'ici 2030 pour satisfaire nos cas d'usage. On est sur un ratio, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, de 1 point de charge par véhicule professionnel. Ça, c'est un point qui est important parce que derrière, il y a la possibilité, bien sûr, de recharger son véhicule quand on en a besoin, mais c'est aussi la possibilité d'optimiser la recharge des véhicules, notamment par de la recharge intelligente, où on pilote la borne pour que la recharge du véhicule se fasse au bon moment par rapport au prix spot qu'on a sur le marché. Et donc, derrière, ça diminue le coût de la recharge. Et autre effet intéressant, c'est que non seulement ça diminue le coût de la recharge, mais ça optimise encore le taux de CO2 qu'on a dans le kilowattheure chargé. Ça, alors, on est déjà très bon en France en taux de CO2, mais là, avec de la recharge intelligente, on est capable encore d'optimiser cet aspect CO2, en plus du coût. Et puis après, quand on est à destination en voirie ou en itinérance, alors en voirie, c'est intéressant hein, pour les salariés qui n'ont pas de parking là, et qui ont besoin de se recharger à proximité de chez eux le soir, enfin la nuit. Eh bien, là, on peut utiliser la recharge en voirie avec un pass. Et donc derrière, ce pass, il permet aussi de partager nos infrastructures de recharge. Et nos infrastructures de recharge, on les partage déjà au sein du groupe, c'est-à-dire qu'un véhicule de Dalkia qui vient sur un site de DFSA, pour une centrale nucléaire, eh bien, il peut recharger son véhicule. Ça nous permet aussi de partager ces infrastructures de recharge avec nos prestataires. C'est-à-dire que nos sous-traitants peuvent demander à un site de recharger leur véhicule électrique. Et donc, à ce moment-là, le site, s'il valide, leur donne un code et à partir de leur passe EasyVia, ils sont capables de recharger leur véhicule électrique sur le site sur lequel ils viennent travailler. Et comme on pousse nos sous-traitants et prestataires à électrifier leur flotte en leur mettant des notes de mieux-disance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'appels d'offres du groupe EDF, il y a une note de mieux-disance sur les flottes électrifiées. Eh bien, évidemment, il faut qu'on offre aussi la possibilité de recharger. Donc, on le fait. Et puis, on a aussi un certain nombre de bornes qu'on partage avec nos visiteurs, donc les visiteurs qui viennent sur les sites. Donc, ça, c'est un point important. Et donc, pour les salariés,
Et donc ça, c'est valable pour toutes les entreprises de France. Il y a un avantage possible. Donc l'employeur peut offrir une recharge de véhicules électriques sans avantage de nature sur un lieu de travail. Et bien là, on est sur un ratio de 1 pour 5. Alors là, on n'est pas 1 pour 1, on est 1 pour 5 parce que eh bien, avec les véhicules d'aujourd'hui, une recharge par semaine permet d'avoir suffisamment d'énergie pour faire l'ensemble des trajets domicile-travail de la semaine. D'où le fait que ben, voilà, ce sont des bandes qu'on partage à 1 sur 5 donc, avec les salariés. Et comme je vous l'ai dit, hein, donc toutes les bandes qu'on installe sont compatibles avec la recharge intelligente. Vous l'avez vu, et ça, c'est un point important. On a aussi fait, en termes de POC, des ombrières associées à des infrastructures de recharge. Derrière, c'est l'optimisation globale du coût du chantier, hein, notamment sur la partie VRD, puisque quand on met une ombrière et qu'en même temps on installe des bornes de recharge, on n'a qu'un seul coût de VRD, alors que quand on fait les deux, ben, voilà, on double les coûts de VRD, voire plus. Donc c'est aussi quelque chose que l'on a fait, on développe pas mal de choses sur cet aspect-là. Et se préciser ce que c'était VRD, je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier avec le terme, Pascal. Oui, d'accord. Ok. Oui, donc c'est tout le travail sur le parking pour amener les câbles et donc tout ce qu'il faut pour arriver les eaux d'hiver. Voilà, pour mettre en place les bornes de recharge et la liaison avec les gaines pour tirer les câbles, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà, si tu mets aussi du photovoltaïque, puisqu'il y a aussi des obligations de mettre du photovoltaïque sur les parkings, c'est vrai que si tu fais les deux chantiers séparément, tu vas faire 2 fois des tranchées, si je fais court. C'est ça. Voilà. Et puis, dernière chose, hein, sur un point de charge par VE Pro, hein, il y a un autre aspect aussi pour l'hiver et l'été, c'est que les véhicules électriques sont beaucoup plus efficients si on fait du préconditionnement. Et donc, évidemment, quand on a un point de charge par véhicule électrique, eh bien, on peut facilement faire du préconditionnement. Donc, l'hiver, c'est-à-dire déclencher à distance la climatisation ou le chauffage du véhicule quand il est encore branché, quoi, en fait. C'est ça, puisque là, on n'utilise pas la batterie, donc on conserve de l'autonomie. Et derrière, quand le véhicule est préconditionné, donc il est à la bonne température quand il part, eh bien, ça consomme beaucoup moins sur la route. Donc, on ne consomme pas la mise à température initiale et on consomme moins après sur la route. Donc, derrière, on gagne en autonomie pour quand il fait froid ou quand il fait chaud. Voilà. Et vous aviez une dernière diapo, c'était fini? Oui, la dernière diapo qui concerne la recharge intelligente, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, derrière, c'est l'équilibre du réseau local et du marché de l'énergie en temps réel. Le véhicule électrique est vraiment un outil de flexibilité fort, hein, donc il permettra d'optimiser le système électrique. Donc derrière l'optimisation des systèmes électriques, eh bien, il y a l'optimisation des coûts pour les clients, hein, bien évidemment. Mais en plus, non seulement il y a l'optimisation des coûts pour les clients, mais il y a aussi l'optimisation du CO2 contenu dans le kilowattheure. Donc là, on le travaille énormément sur EV100 parce que c'est un axe fort d'avenir pour le système électrique. Merci Pascal et Valérie pour ce témoignage où on voit effectivement la diversité des flottes au sein d'un groupe EDF et de taille de véhicules. Je propose que ça a peut-être suscité quelques questions. On n'en a pas dans le chat, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez lever la main ou directement activer votre micro si vous voulez. Oui, Rodolphe. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour ces explications. Moi, j'ai une question. On a installé une centrale photovoltaïque il y a quelques temps. On va la compléter bientôt pour passer à entre 400 et 500 kW crête à peu près. On a un petit problème par rapport à la centrale, c'est que globalement, la centrale, puisqu'elle elle monte en charge à partir de, on va dire, 8 h du matin, mais elle n'est pas en pleine charge jusqu'à 10 h. Et on a un petit souci on consomme du réseau entre 8 h et 10 h. L'idée que l'on a, c'est puisqu'on va changer toute la flotte électrique du site,
et on souhaiterait passer en véhicule électrique, mais non pas pour charger les véhicules, mais pour les décharger. Donc la question, lorsqu'on est en surproduction dans la journée, est-ce qu'on pourrait utiliser, alors la réponse là c'est oui, mais pour charger les batteries en journée, donc une fois qu'on ait atteint un pic de, on va dire, de production de la centrale, et donc que on peut charger nos véhicules à partir de l'énergie photovoltaïque créée sur le site. Mais l'idée, ce serait lorsque les utilisateurs des véhicules, donc les salariés, reviennent le lendemain matin avec le véhicule, qu'ils puissent se connecter à la borne de façon à décharger, de façon à décharger le véhicule pour que cette électricité puisse aller dans l'usine et donc qu'on puisse utiliser cette électricité entre 8h et 10h alors que la centrale n'est pas encore en pleine performance. Bon, la question que j'ai, est-ce que ça, c'est possible avec les bornes EDF? On fait du bypass, en fait. Oui, alors en fait, là, c'est ce qu'on appelle le V2G, le Vehicle to Grid. Donc, c'est là où on utilise. Alors, ce dont je parlais, donc, le sac que vous avez sur l'écran, je ne sais pas s'il y a encore, mais là, on est sur ce qu'on appelle du V1G, c'est-à-dire qu'on recharge au bon moment. Quand on est sur du V2G, et là, on a 150 points de charge en expérimentation V2G sur la flotte. Là, non seulement on recharge au bon moment, mais en plus, on est capable de fournir de l'énergie au réseau au moment où il en a besoin. Alors, au réseau ou au bâtiment ou à l'usine? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est le bâtiment, ouais. Ouais, tout à fait, bâtiment-usine. C'est ce qu'on fait sur les 150. Hein. Ouais. Par exemple, ici, au siège d'EDF, à Wagram, il y a une borne V2G de 11 kW. Et tous les soirs, entre 18h et 20h, le site de Wagram consomme 11 kW de moins parce que c'est la voiture qui alimente, qui fournit 11 kW. C'est tout à fait ça. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, donc ça, on sait le faire. Le problème qu'on en a aujourd'hui, c'est qu'on sait le faire avec une technologie japonaise qui a été adoptée par la Chine aussi, qui s'appelle CHAdeMO en termes de recharge. Et donc là, le travail que l'on a en cours, c'est de le faire avec la technologie européenne, donc le combo CS. Donc globalement, il y a eu un gros travail de normalisation pour que cette technologie puisse faire du V2G, c'est fait. Donc maintenant, on est dans la phase où on rentre dans la production des bornes. Et je pense que vous avez vu, là, Renault a annoncé que sa future R5 allait pouvoir faire du V2G. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sauf que voilà, il faut regarder les puissances, il faut regarder tous ces aspects-là. Mais aujourd'hui, on le fait en termes de POC. Hein, on ne le fait pas seulement au sein de EDF. On a une filiale qui s'appelle Drive, hein, donc vous voyez sur l'écran, c'est elle qui est notre filiale spécialisée dans le smart charging et qui fait également du V2G. Donc, dire qu'on le fait aujourd'hui de manière industrielle, ça, c'est pas exact, hein, on le fait en termes de POC. Par contre, qu'on va avoir une solution assez rapidement, donc assez rapidement, c'est 2025-2026, ça oui. Donc, ça sera possible. Maintenant, si vous voulez expérimenter, on peut vous mettre en relation avec Drive. Je veux dire clairement, c'est qu'on attend finalement l'industrialisation et la livraison des premiers véhicules, quoi, des bornes et des véhicules. Quoi. Les bornes sont déjà là. C'est-à-dire que la technologie, le soft, tout ce qui permet de piloter, les cas d'usage, il y a des réflexions. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive de façon industrielle à avoir à la fois les véhicules, donc l'arrivée de la R5 est une très bonne nouvelle, et aussi les bornes. Mais on est un petit peu en avance de phase par rapport à un déploiement aujourd'hui opérationnel sur un site. Quoi. Voilà. C'est ça, oui, parce qu'en fait, ouais. Comme je l'ai dit, on est sur... Il y a d'autres questions? Merci, hein, merci. Oui, j'avais vu notre main se lever. Françoise? Oui, c'est ça. Donc, moi, je travaille pour l'UMM Sarthe. J'avais une question. La
pratico-pratique pour EDF, puisque vous avez déjà pas mal de monde qui vient avec des véhicules électriques. C'était sur l'organisation des bornes sur les parkings pour les salariés. À votre avis, combien est-ce qu'il faut prévoir de bornes et comment organiser les bornes pour permettre aux gens de se recharger sans squatter les bornes et sans devoir partir en cours de poste pour aller débrancher son véhicule et recharger son véhicule? Voilà, la question vraiment pratico-pratique. Et parce qu'en termes d'organisation et de câblage, ce n'est pas la même chose quand il faut prévoir une borne par place ou une borne pour 4 places. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a raisonné. Alors, déjà, on a raisonné mutualisation entre les bornes, le besoin de bornes pour les véhicules pro et les besoins de bornes pour les véhicules perso. C'est-à-dire qu'à part certains véhicules d'astreinte, je pense notamment aux véhicules d'astreinte des centrales nucléaires qui ont leur place dédiée, toutes les donc, on n'a pas des bornes pour des véhicules pro d'un côté, des bornes pour les salariés de l'autre. On a mutualisé. Et l'intérêt, c'est qu'en mutualisant, évidemment, ça offre plus de possibilités. Et après, dans les calculs, donc on est une borne par véhicule pro et une borne pour 5 véhicules électriques personnels. Et par contre, en ayant bien mutualisé cet ensemble. Et après, donc, pour que les salariés soient motivés à laisser la place 4 fois par semaine, hein, en fait, on est passé sur une offre à 50 recharges offertes. C'est-à-dire qu'ils ont 50 recharges offertes par an. Une recharge, c'est un maximum de connexion de 12 heures. Après, ils payent. Et pareil, s'ils veulent dépasser les 50 recharges par an, après, ils payent. Et ça motive bien et on a les stats. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. 8 par semaine, contre, en fait. oui. Comment? Une recharge par semaine. Oui, c'est ça. Pour un salarié. Une recharge par semaine, c'est ça. Une recharge par semaine, alors c'est un peu plus, hein, mais, parce qu'on ne travaille pas 50 semaines par an, mais c'est ça. Et en plus, on l'a calé, ces 50 recharges offertes, on l'a calé par rapport à ce qu'on voit arriver comme seuil d'avantage en nature. Parce qu'actuellement, jusqu'à fin 2024, il n'y a pas d'avantage en nature. Donc, l'avantage en nature est nul, quel que soit le volume de kilowattheures fournis sur le site de travail. Bon, ça s'arrête en 2024, ça va peut-être se prolonger encore quelques années, mais c'est clair qu'à terme, on sera sur le même principe que pour le carburant pétrolier. Il y aura un seuil, alors que ça sera certainement un peu plus élevé que pour le carburant pétrolier. Le carburant pétrolier, on est à 200 € par an maximum. Hein. Là, on voit un seuil plutôt à 500 € actuellement. Hein. En tout cas, c'est ce qu'annonce l'État pour la partie électricité. Mais en tout cas, ça matche bien. Ça matche bien, à la fois 50 recharges et puis donc, pour limiter l'utilisation des bornes et pour éviter d'être au-dessus du seuil à venir davantage en nature. Pour nous, c'est un bon ratio. Pascal, d'autres questions? Je vois que Rodolphe a encore la main levée. Est-ce qu'on avait répondu à votre question ou est-ce qu'il y en a une deuxième? Ou est-ce que c'est un oubli? Non, je pense que c'est un oubli. Non. Je veux juste rappeler peut-être qu'il y a un événement aussi que, justement, en parlant d'essai de véhicules électriques, c'est peut-être l'occasion, parce que le 9 juin prochain à Nantes, on aura ce qu'on appelle les Electric Test Days, donc c'est après d'être allé voter, vous aurez l'occasion de pouvoir venir essayer gratuitement une pléthore de véhicules électriques. La VROS sera aussi présente pour faire de l'information, mais c'est l'occasion peut-être en dimanche en famille de venir, pourquoi pas, essayer ces nouveaux véhicules, et voilà, je trouvais que c'était important de le rappeler, en tout cas. Oui. Donc c'est le 9 juin, c'est un dimanche. Des Electric Test Days. Ouais, c'est très bien. Hein, nous, on voit les résultats en interne. Ouais. Et nous, en général, c'est la semaine européenne de la mobilité où il se passe des choses sur les sites EDF. Donc, c'est début mi-septembre. Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants, à la fois à la VROest et puis effectivement Pascal et Valérie pour le témoignage de ce projet au sein d'EDF qui est pas un long fleuve tranquille.
Je voulais dire aussi pour le MEDEF Pays de la Loire, je suis trahir peut-être un secret, parce que Pascal et Valérie m'ont parlé, c'est que je crois que vous avez été contacté par le MEDEF national aussi pour faire un. Oui, absolument. Donc, on peut mettre en avant ici, parce qu'on est quand même un peu chauvin, cocorico, que voilà, MEDEF Pays de la Loire, on bénéficie en avant-première de cette présentation, parce que effectivement, si on l'a dit, si aujourd'hui les entreprises et les collectivités, parce que l'État est encore plus en retard finalement dans la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités, peut-être qu'avant de passer les sanctions, il y a quand même des réactions possibles, et parmi les réactions possibles, c'est effectivement de l'information, du partage sur ceux qui ont mis en œuvre pour que tout un chacun accélère. Encore une fois, je l'ai dit en introduction, c'est un enjeu au-delà des TCO, d'avoir effectivement un même coût économique, de lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi un enjeu quasi RSE pour les entreprises, parce qu'encore une fois, c'est elles qui alimentent le parc de véhicules français. Voilà. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup. Je précise que le webinaire est enregistré et vous pourrez bénéficier du replay d'ici la fin de journée. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.